Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi. Bonjour la Bible. Merci Margot, bonsoir à tous, vous êtes sur Face à elle, l'émission politique d'LFM Face à elle. Et ce soir, on reçoit Sophie Primas, sénatrice du département des Yvelines, UMP, et aussi maire adjointe Aubergenville, c'est-à-dire que c'est véritablement une voisine. Avec moi naturellement pour animer le débat, Annette Polvast. Bonsoir Annette. Bonsoir la Bible. Pierre Cardot, bonsoir Pierre, j'espère que vous êtes en forme. Oui, je le sens bien. Ça va. Et madame la sénatrice, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors naturellement, on va commencer par le coup de cœur, j'ai envie de dire, d'Annette Polvast. Alors moi le coup de cœur c'est une loi qui remonte à la surface mais c'est pas une loi récente. C'est la loi du 26 Brumaire en 9, c'est-à-dire de 1799 où une femme devait se présenter à la préfecture de police devant un officier de santé pour pouvoir porter un pantalon. Et cette loi a été modifiée à la fin du 19e siècle. Elle pouvait porter un pantalon à condition d'avoir une bicyclette à la main ou les rênes d'un cheval dans la main. On voit que ça s'améliorait. Et aujourd'hui, eh bien, nous nous apercevons que cette loi n'ayant pas été abrogée, faute de temps certainement, eh bien, nous sommes hors la loi au sens propre du terme. Ceci dit, ça fait sourire tout le monde quand on voit le nombre de femmes qui portent des pantalons. Le coup de gueule du président Cardot. Un coup de gueule, j'ai pas eu beaucoup de choses cette année, cette semaine, pas cette année, déconnons pas. Non, c'est la mort de Mme Thatcher. La semaine dernière, je vous avais fait un peu sourire parce que, vous vous rappelez, la télé de Taïwan avait confondu Mme Thatcher et la reine d'Angleterre, ce qui est fâcheux. Les Anglais ont eu peur. Bon, non, ce que j'ai pas aimé, c'est la façon dont certains ont fêté et célébré sa mort. Je trouve que c'est quand même incroyable. On peut ne pas apprécier quelqu'un, et c'est vrai que la politique qu'elle a dû mener dans le contexte économique de la Grande-Bretagne, contexte social, ça a été terrible. Pour autant, de là à célébrer et à être content que quelqu'un meure, j'avoue que c'est pour moi quand même pas très correct. Voilà. Madame la sénatrice, Partage, votre Pierre. coup de cœur ou coup de gueule d'ailleurs? Les deux. Ou les deux. Coup de cœur. Écoutez, c'est un peu confidentiel puisque c'est pas relayé par la presse beaucoup, mais j'ai eu la chance avant-hier soir de recevoir au Sénat le Premier ministre du gouvernement tibétain en exil, qui s'appelle le Dr Lomson Sangay et qui est le Premier ministre tibétain qui a été élu par le suffrage universel des Tibétains en exil et qui est le Premier ministre qui a reçu ce qu'on appelle le pouvoir temporel par le Dalai Lama, qui a souhaité diviser le pouvoir spirituel et temporel et donner le pouvoir temporel à un homme élu au suffrage universel. C'était un moment d'une grâce et d'une profondeur assez forte, très touchante et qui demande vraiment un engagement tous les jours pour le Tibet. Donc un grand coup de cœur pour cet homme. Donc pas de coup de gueule. J'ai un petit coup de cœur, moi. Vas-y Pierre. Je vais vous dire, avec tout ce qui est négatif en ce moment, j'ai un petit coup de cœur pour les humoristes politiques qui arrivent à nous faire sourire avec la situation politique. On reviendra avec l'affaire Cahuzac parce que je ne suis pas sûr que le fond nous fasse vraiment sourire. Le fond, peut-être pas. La Bible. Alors, ouais, moi j'ai pas de coup de cœur, j'ai vraiment un coup de gueule. Qui peut être aussi un vrai coup de gueule sur tout ce qui se passe autour des manifestations contre le mariage pour tous. Elles ont tout à fait place. Maintenant, la manipulation qui est faite derrière, notamment par des groupuscules, devient exagérée et casse complètement l'objectif principal de ces opposants qui ont le droit d'être contre le mariage pour tous. Même si ils sont minoritaires ou majoritaires, ça peu importe, mais ils ont tout à fait le droit de manifester dans ce pays. Maintenant, il ne faut pas que l'extrême droite et tous ces groupuscules manipulent derrière. C'était mon coup de gueule. Alors maintenant, on va passer au parcours de l'invité par Pierre Cardot. Écoutez, on va tâcher de faire simple. Et si tu pouvais nous le faire plus vite, ça serait... Oui, on peut aller vite. Dites pas de l'achever avant d'avoir commencé. Tant que Bon, non, Sophie Primas, voilà, notre invitée. J'ai très peur, Pierre. Non, t'inquiète pas. Non, Sophie. On voit les amabilités de droite, allez-y. C'est pas parce qu'elle est droite qu'elle n'est pas sympathique, monsieur Labib. Bon. Alors, d'abord, je ne dirais pas son âge. Elle a 8 ans, comme disait ma mère, quel que soit son âge. Elle est ingénieure en agriculture de l'Institut La Salle Beauvais et tu as un master en marketing de l'ESSEC. Absolument. Félicitations. Merci.
Pendant tes loisirs, tu as quand même eu 3 enfants que tu as élevés. Je ne sais pas si ce sont des loisirs, mais c'est un plaisir en tout cas. Voilà. Et donc, tu as mené, en même temps que ta vie familiale, ta vie professionnelle et ton activité politique, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas tout à fait d'aujourd'hui. Je me suis présentée la première fois, je te coupe, à une élection municipale, je devais avoir 19 ans, derrière Madame Rodi. Voilà, déjà, exactement. Nelly Rodi. Voilà, Nelly Rodi, exactement. J'ai connu au Conseil général à une époque. Vice-présidente du Conseil général et effectivement sénatrice. Bon, donc tu as quand même beaucoup travaillé sur tout ce qui concerne la grande consommation, je suppose donc la grande distribution, absolument. Les annonceurs. Exactement, j'ai fait mes premières armes à Auchan-Buchelet, pour tout vous dire. C'est pas loin. Et donc tu es spécialisé dans l'étude des relations industrie-commerce, tu nous donneras peut-être quelques indications là-dessus. Oui. Sur ce que ça signifie exactement. Oui, tout de suite là maintenant. On peut attendre. Bon, d'accord. On va attendre un peu. Bon, donc tu es adjointe au maire d'Aubergenville, tu es chargée des finances depuis 2001. Oui, absolument. Toujours, je continue. Bon. Tu sièges aussi à la communauté de communes Seine-Moldre depuis 2005. Oui, depuis sa création. Bon. Tu es à la SEM des territoires Val-de-Seine depuis 2006 et tu t'occupes du développement économique du territoire. Absolument. Voilà. Donc tu as été choisi par Henri Cuc, oui, ancien député du secteur, pour être sa suppléante en 2007, et tu es devenu député de la 9e circonscription des Yvelines, hélas, non pas hélas pour toi, mais par rapport à Henri Cuc, qui nous a quittés à ce moment-là, hélas, en juin 2010, et tu as été élue sénatrice le 25 septembre dernier. Oui. Félicitations. Merci. Alors, déjà, peut-être tu vas nous dire pourquoi tu préfères le Sénat au Parlement. C'est la chambre des voyous, le Parlement, ou quoi? Non, c'est pas la chambre des voyous, mais l'opportunité s'est présentée. Gérard Larcher, au moment de constituer sa liste des sénatoriales, cherchait, avec Dominique Braille, qui souhaitait arrêter son mandat de sénateur, cherchait effectivement à trouver sur le territoire, je pense d'abord une femme, puisqu'on parlait tout à l'heure de pantalon, voilà, il cherchait une jupe dans le secteur plutôt de l'arrondissement de Mantes-la-Jolie. Il se trouve que dans la 9e circonscription, il y a beaucoup de communes, 89 communes, et donc j'étais en relation beaucoup avec les maires. Ça se passait pas trop mal avec les maires, et donc je pense que Gérard Larcher a trouvé en moi une équipière qui pouvait convenir au type de relation qu'il convient de tisser quand on est sénateur, c'est-à-dire essentiellement avec les collectivités. Alors, on va revenir à l'actualité. On ne peut pas échapper à l'affaire Cahuzac et son séisme, parce que c'est un véritable séisme politique qu'on est en train de vivre en ce moment, avec des suspicions à tout va, avec des patrimoines que l'on dit, enfin, c'est la partie immergée de l'iceberg. Certains disent qu'il y a d'autres choses qu'on aura du mal à trouver, et que d'ailleurs les lois qui sont aujourd'hui proposées n'auraient pas démontré l'affaire Cahuzac. Donc, quel est d'abord votre regard, vous, femme de droite, sur ce qui se passe aujourd'hui, et quelle est aussi la position de l'UMP qu'on sent très tendancieuse? Certains crient au loup, d'autres disent allons-y doucement, etc. Alors, d'abord, ce que je dois dire là-dessus, c'est qu'effectivement, c'est un scandale d'État. Évidemment, un ministre du budget qui se bat contre la fraude et qui est pris le doigt dans le pot de confiture, c'est même la main dans le pot de confiture. Ça a un côté... Il faut bien connaître le sujet pour pouvoir lutter contre, ça doit être ça, non? Voilà, peut-être que c'est ça, mais en tout cas, effectivement, c'est particulièrement... voilà, ils en cassent le studio. Annette qui me tape dessus pour mes réflexions. Annette, je le dis en direct sur Pierre Cardot. Non, donc c'est pas, je reviens sérieusement, c'est un sujet qui est un sujet évidemment très choquant pour l'ensemble des Français et pour l'ensemble des élus. Alors après, ce qui se passe derrière est tout à fait dommageable. D'abord pour la politique, qu'on soit de gauche ou de droite, les élus ne sont pas des voyous, donc c'est très dommageable pour la politique, et je dirais presque que c'est dommageable pour la démocratie. Parce que comme vous n'ignorez pas, nous sommes à quelques mois des municipales, donc les uns et les autres dans nos camps respectifs, eh bien, nous recrutons des équipes municipales, nous recrutons des candidats pour être maire. Et comment expliquer à des gens qui n'ont pas fait de politique jusqu'à présent, qui sont dans la société civile, qu'ils vont rentrer dans ce milieu politique où finalement il n'y a que des pourris, que des élus, et que de toute façon on va les suspecter, et que de toute façon s'ils ne seront pas pourris dans 3 mois ils le seront. C'est le très statut compliqué. d'élu qui rend pourri brutalement,
parce que ce sont des citoyens comme les autres qui se Mais présentent au départ. Bien non, sûr, il semble. bien Enfin, sûr, je sais c'est pas, pour ça. Non, mais c'est l'image qu'on renvoie. Je veux Voilà. dire, c'est toute Ce cette qu'il va image. dire, c'est peut-être le recrutement. Voilà, du coup. c'est ça que je veux dire. Ah, Je me Annette. suis peut-être mal exprimée, mais effectivement, c'est Ok. le recrutement qui Voilà. devient difficile, puisque tout d'un coup, d'un citoyen normal qui veut s'engager Voilà. pour l'intérêt général, Il on est passe plus à un normal du statut, on passe à un statut de suspect. Contrairement au président de la République, il Oui, devient mais- normal quand il est élu. Annette. Je pense quand même qu'on est un peu dans l'hystérie collective sur cette Absolument. affaire Cahuzac. Donc il serait bien qu'on se calme un peu les uns et les autres. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est très simple. En France, je crois qu'il y a 550 000 ou 560 000 élus, depuis le conseiller municipal jusqu'au président de la République, élus au suffrage universel direct ou indirect. Sur les 550 000 ou 560 000 élus, il y en a combien qui sont mis en cause publiquement dans un scandale financier ou autre? Bon, finalement, c'est quoi? C'est très très peu. Dizaines. C'est très très peu. Il faut voir la très 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 grande majorité, les 99,9% Bien sûr. des élus qui sont issus de la société civile, qui deviennent des élus, qui passent dans la société politique et qui gardent les mains propres malgré tout et qui ne s'embourbent pas dans des histoires invraisemblables. Absolument. Oui, mais en même temps, enfin, moi, je me mets de l'autre côté parce que je n'ai jamais fait de politique et je n'en ferai jamais. Ça viendra. On ne dit jamais. Non, mais Fontaine, je attendez, ne boirai jamais, jamais de je ton ne eau. boirai Attendez, en même temps, voilà, l'histoire du cumul des mandats, par exemple, Ouais. Hollande recule, quoi. Ça a été quand même une des mesures phares qu'il a mis en avant. Oui, mais voilà il typiquement- recule en disant on attend 2017 en sachant que Voilà. 2017 il va peut-être pas être réélu. Mais pardon la Bible, mais voilà typiquement le genre de confusion qu'on met dans l'esprit des gens. Cumul des mandats égale non-moralisation de la vie politique. Ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Il y a d'un côté ce que certains peuvent appeler Mais dans l'esprit des gens, ça a à voir. Oui, mais justement, Oui, c'est mais notre rôle qu'est-ce ici qu'on leur a dans les raconté? médias de dire que ça n'a rien à voir. Pas plus que la transparence de notre patrimoine n'a à voir avec notre honnêteté, pas plus que le montant de notre patrimoine n'a à voir avec notre probité. Le cumul des mandats n'est un facteur d'honnêteté ou de malhonnêteté. Tout ça, on remue beaucoup de choses, on mélange beaucoup de choses, et on peut avoir des gens qui sont très cumulards, très honnêtes et très riches, comme on peut avoir un maire qui n'a que cette fonction de maire, qui est pas très riche et en même temps qui profite du système. Donc, Oui. vous voyez, tout ça n'a rien à voir. Il Tout y a ça aussi, n'a il y a rien aussi à voir. dans cette histoire, il y a aussi le fait qu'on sent beaucoup moins la droite cogner sur le gouvernement. On sent que la droite aussi est très très mal à l'aise sur le sujet. On est mal à l'aise sur le sujet de la transparence, puisque certains ont dit, puisqu'il faut donner son patrimoine, on le donne. Moi, je suis assez opposée, parce que je trouve qu'on n'a pas à se déshabiller devant l'ensemble du public. Moi, je donne mon patrimoine comme Pierre Cardot l'a donné ou Annette l'a donné. Il y a une commission nationale de transparence pour la vie politique. À chaque fois qu'on prend un mandat et à chaque fois qu'on le quitte, on doit donner l'état de son patrimoine. Moi, je le fais avec beaucoup d'honnêteté et je pense que cette commission, c'est son rôle de contrôler. Oui, mais quand on voit Fillon monter aux 20h, quand on voit Fillon, quand on voit Fillon monter aux 20h dire voilà, moi j'ai ceci, je suis très transparent, etc. Et que quelques jours après, on apprend qu'il est actionnaire dans une grosse société et que ça rapporte et qu'il ne l'a pas déclaré, on peut se poser la question, quoi. Oui, mais attends, il y a le patrimoine ou il y a les revenus? Enfin, je voudrais quand même signaler une chose, c'est que M. Cahuzac, quand il a manifestement... Cahuzac est mort dans le sens politique. Non, mais ce que veut dire Pierre, c'est qu'il a déclaré. Il me laisse parler 2 minutes, monsieur l'animateur de radio. Tu as raison, il est mort. Il était au cabinet d'un ministre. C'est pas en tant que député qu'il a fait ces conneries, si tant est qu'il en ait fait. Voilà. Donc, on est en train de tacler les politiques, alors qu'en réalité, ça vient d'un problème qui était dans un cabinet ministériel. Et ça vient des relations avec un monde professionnel, etc. Donc, c'est plus sur le problème de qu'est-ce que je peux prendre comme fonction ou non en fonction des intérêts que j'ai que se pose le problème. Ou éventuellement, qu'est-ce que je n'ai pas déclaré au fisc. Donc, aujourd'hui, puisque les élus déclarent, enfin tous les élus importants déclarent leur patrimoine, pour quelle raison ça reste enfermé dans un coffre sans qu'il y ait contrôle? Qu'on donne les moyens à la commission Absolument. qui dispose de tout le patrimoine des élus pour vérifier s'il y a eu ou non une fausse déclaration. Et là, effectivement, je trouve que c'est normal. Par contre, qu'on affiche comme ça, vous imaginez, vous êtes père d'une banlieue, là, à Montfermeil ou ailleurs, vous avez vos gosses à l'école et vous allez afficher parce que vous avez hérité un patrimoine important. Vous croyez que ça va bien se passer pour vos gosses dans les collèges? Naturellement que non. Voilà. Moi, je dis attention, il y a un minimum à cette forme de voyeurisme qu'on est en train d'organiser. Je suis tout à fait d'accord que les élus doivent être
totalement clean, propre, etc. Se donne les moyens, que la République se donne les moyens de bien le vérifier. Vous êtes contre l'accès à tous, en fait, du patrimoine de Je l'élu. ne suis pas très favorable. Personnellement, je trouve que ça peut avoir des effets dangereux et que, en plus, les Français ne sont pas... je veux dire, on donne l'impression que finalement, réussir, ça pose un problème. Aux États-Unis, vous voyez un type, il vous donne tout de suite ses 4 cartes de visite avec tout ce qu'il fait. C'est tout juste, il ne vous donne pas son salaire, son patrimoine et tout. En France, ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Annette, une question pour l'invité quand même. C'est même à peu près l'inverse. Je voudrais juste dire que sur la transparence, moi je suis totalement d'accord pour la transparence, mais la transparence qui n'est pas affichée au grand public, une transparence qui soit auprès d'une commission. Et je vais même peut-être aller plus loin que le simple patrimoine. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire où mon mari travaille, pour dire effectivement si j'ai des actions dans une entreprise, et bien dans quelles entreprises j'ai, si j'ai des contacts dans une entreprise, avec quelle personne j'ai des contacts. Une transparence totale pour éviter les conflits d'intérêts, mais je ne veux pas ni qu'on m'empêche de faire un métier qui est le mien, ni que ça vous nuise en matière électorale. Ni que ça nous nuise en matière électorale, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne veux pas que ça soit au grand jour, parce que je pense que ça amène toutes les dérives, qui sont des dérives absolument inadmissibles, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les membres de notre famille, comme le disait Pierre. Annette. Alors, je crois qu'effectivement, on est tous d'accord pour dire qu'on est en train de faire une confusion entre Vous êtes d'accord. Nous sommes d'accord. Entre les revenus et le patrimoine. Le patrimoine, c'est une chose, les revenus, c'est autre chose. Et ce que tu disais, la Bible, sur M. Fillon, qui n'a pas déclaré un certain nombre de choses, il a considéré que ça ne rentrait pas dans son patrimoine, mais dans ses revenus, et donc probablement qu'il n'avait pas le déclaré. Moi, je pense que ce qu'il y a de choquant, indépendamment du fait que c'est Cahuzac, qu'il était ministre, qu'on serre la ceinture, qu'on est en crise, c'est cette façon d'assurer devant la représentation nationale, les yeux dans les yeux, qu'il ne s'est rien passé, qu'il n'y a rien à voir, circuler, il n'y a rien à voir. Elle a changé de sens depuis cette formule. Ça décrédibilise, si absolument l'ensemble du gouvernement et même jusqu'au président de la République. Moi, qui ai assisté au débat et qui ai participé au débat, par exemple, du mariage pour tous, quand Madame Taubira, garde des Sceaux, nous dit mais les yeux dans les yeux, le président de la République assure qu'il n'y aura jamais de GPA, et bien voilà, on n'y croit pas, tout simplement, parce qu'à un moment, le gouvernement, les yeux dans les yeux, nous a assuré que M. Cahuzac n'avait rien fait. Sophie, les yeux dans les yeux, nos amoureux n'oseront plus nous dire qu'ils nous aiment. Et ça, c'est dramatique. Quelle horreur. Alors vous nous faites une transition toute faite, le mariage pour tous, avec votre position, parce que pendant longtemps, s'il vous plaît, avec votre position, parce que pendant longtemps, pour avoir eu des échanges avec vous en off, vous hésitiez. Alors j'ai vu que vous aviez voté avec la formule « je vote contre à regret ». Oui, j'ai voté contre à regret, absolument. J'ai longtemps hésité sur le fait de participer à ce vote, parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui m'agaçait profondément dans cette loi, c'est qu'on ait fait une loi uniquement pour la communauté, enfin pour les homosexuels d'une façon générale. Je pense que cette loi aurait dû être précédée d'une grande loi, ou incluse dans une grande loi sur la famille. Parce qu'en fait, cette loi va toucher, et on voit bien tout le fond du débat aujourd'hui, le fond du débat, c'est l'affiliation, c'est la PMA et l'accès à la GPA, la gestation pour autrui. Et donc ça, ce sont des sujets qui ne sont pas uniquement réservés aux couples homosexuels, mais qui touchent les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. Et le fait de prendre comme ça la communauté homosexuelle et ce problème du mariage comme un étendard pour obtenir une victoire politique, j'ai trouvé tout de suite que c'était extrêmement stigmatisant de la communauté homosexuelle, et du coup on en arrive au délire et qu'on a aujourd'hui, et à l'homophobie affichée qu'ont certains groupes aujourd'hui, et surtout on ne règle rien. C'est-à-dire que moi, si j'ai voté contre, c'est parce que j'ai été absolument convaincue par de très bons articles qui ont été faits par des juristes européens sur le fait qu'en saisissant la Cour européenne des droits de l'homme, avec un statut juridique unique du mariage, eh bien, in fine, on arrivait à avoir accès à la gestation pour autrui. Déjà il y a 4-5 ans. Et la gestation pour autrui, c'est quelque chose, autant, si vous voulez, la procréation médicalement assistée aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui l'utilisent dans des cas d'infertilité, c'est encadré, etc. Donc il faut y réfléchir sereinement.
autant la gestation pour autrui est pour moi d'un cynisme social que je n'accepte pas pour l'instant. Le département des Yvelines est très... Enfin, les élus, enfin certains élus du département des Yvelines sont très engagés sur la question, notamment M. Guénaud et d'autres, le maire du Chesnay de la même manière, qui est à droite. M. Briot, oui. M. Briot qui est à droite, sont très engagés sur cette question. On le voit d'ailleurs dans les manifestations assez régulières à Versailles. On ne vous voit pas dans ces manifestations? Non, parce que d'abord, moi j'ai le plus grand respect pour les homosexuels et puis que je trouve légitime leur demande d'accéder à, alors on l'appelle mariage, voilà, une union civile. J'ai défendu avec le doyen Gélard au Sénat et les amendements qui consistaient à effectivement donner accès au mariage, enfin à l'union civile aux homosexuels, c'est-à-dire aux mêmes droits et aux mêmes devoirs. Et j'ai défendu également la possibilité pour les homosexuels d'avoir accès à l'adoption simple. Moi, ce qui m'embête, c'est la rupture de filiation. Donc voilà, je ne voulais pas aller dans ces manifestations parce que je n'étais pas tout à fait sur la même ligne un peu extrême des manifestants. Et puis, je ne voulais pas être associée aux débordements qui malheureusement ont eu lieu et auront lieu encore. Est-ce que vous pensez, un peu comme beaucoup de gens de droite, qu'avec le Pacs, ça suffit? Non, le PACS ne suffit pas parce que ça ne règle pas des problèmes patrimoniaux, ça ne règle pas des problèmes d'adoption, ça ne règle pas la pension de réversion, ça ne règle pas plein de problèmes. Donc, et je regrette, je vous le dis avec beaucoup de sincérité, je regrette d'ailleurs que pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, nous n'ayons pas pris l'initiative de faire cette union civile. Voilà, je pense que ça aurait résolu beaucoup de choses. Il aurait peut-être été réélu. Peut-être qu'il aurait été réélu, ça aurait été une bonne chose, parce que vu ce qui se passe maintenant. Voilà. D'ailleurs, la semaine dernière, Malek Bouti, ici, nous expliquait qu'en fait, Hollande a gagné avec 600 000 voix d'écart. Et la communauté homosexuelle. La communauté homosexuelle n'a pas voté pour lui, ça on le sait. Mais en fait, les quartiers sensibles se sont fortement mobilisés en faveur d'Hollande. Et que d'après M. Bouti, les résultats, le compte n'y est pas concernant les quartiers difficiles. Mais c'était une aparté. Le Pierre. projet n'a pas abouti. Bon, je pense que ma chère sénatrice, tu as un certain nombre de sujets qui t'intéressent particulièrement. Il y en a un qui est quand même d'actualité dans les Yvelines, c'est l'automobile. Oui, absolument. Je crois que tu t'es intéressé beaucoup à la voiture électrique, la mobilité. Tu peux peut-être nous dire quelques petites choses là-dessus? D'abord, est-ce que vous y croyez à la voiture électrique? Oui, moi j'y crois. Je pense que la voiture électrique n'est pas la solution. Il n'y a pas une solution aujourd'hui, comme il n'y a pas une énergie renouvelable qui remplacera. L'hybride est aussi. L'hybride, mais l'électricité peut tout à fait. On voit bien d'ailleurs, par exemple, les expérimentations qui sont faites grandeur nature dans Paris avec Autolib. Il s'agit de voitures électriques. Donc on voit bien que la voiture électrique a un créneau. La voiture électrique n'occupera pas tous les créneaux. Mais je pense que la voiture électrique a un marché qui sera le sien. Et j'aimerais autant que ce soit Renault qui l'occupe ou Peugeot, pardon. Je me tourne vers toi. Mais plutôt Renault, puisque mon cœur, vous savez, est à Flins, mais plutôt Renault qui l'occupe plutôt que d'autres marques japonaises ou autres, ou américaines. Récemment, il y a eu un grand reportage, je crois que c'était sur Automoto, où vous expliquiez qu'en fait, en voiture électrique, faire Paris-Deauville, c'était 9-10 heures. Avec des difficultés pour recharger les batteries. Oui, mais faire Flins-Paris, ce que je fais tous les matins quand je vais au Sénat, ça se fait très bien. On branche sa voiture au Sénat et puis on la reprend le soir pour faire le chemin inverse. Ça se fait très bien. Donc je pense qu'il y a des utilités, il y a des usages, mais ça donne aussi à réfléchir sur la notion de propriété à la voiture. Est-ce qu'on ne doit pas aujourd'hui changer notre idée de ce qu'est la propriété d'une voiture? Moi, je voudrais bien avoir peut-être une Zoé du lundi au vendredi et puis le samedi quand je vais à Deauville ou près de Lorient, là, où j'ai aussi une partie de mon cœur, prendre une autre voiture un peu plus familiale dans laquelle je peux mettre mon chien et puis faire 600 km d'un coup. Donc je pense qu'il faut réfléchir à sa relation aussi avec la propriété de la voiture. Alors, on va peut-être ce qui est un peu freinant, c'est quand même le prix déjà à l'achat. Je crois qu'on dépasse 20 000 €. Oui, mais là, on a quelques bonus. Pour le moment, c'est une voiture on a la location de batterie, etc. On a quelques bonus. La location de batterie est compensée par les carburants qu'on ne met pas. Donc je pense que le calcul économique n'est pas si défavorable. Alors moi, je voudrais qu'on revienne un peu aux relations UMP-UDI. On est bientôt, et vous l'avez dit tout à l'heure, proche des municipales. On a vu qu'il y a des retours qui se préparent en politique, il y a un certain nombre de choses qui bougent à droite. D'abord, quel est votre sentiment sur comment vous voyez les futures municipales, puisque c'est l'échéance qui arrive dans 1 an et qu'on est déjà rentré en campagne, pour ainsi dire?
Notamment à Mantes-la-Jolie. On est rentré en campagne, oui, à Mantes-la-Jolie, ailleurs aussi, je pense. Nous sommes dans les phases préparatoires de tous les côtés, donc dans les phases en ce qui nous concerne de discussion, notamment avec Arnaud Richard, hein, puisqu'il représente l'UDI sur le département des Yvelines. Nous n'avons pas d'opposition et nous n'avons pas de points sensibles. Je pense que chacun trouvera sa place dans le département. Pour l'instant, il n'y a aucune difficulté devant nous sur les investitures, sur les soutiens. On est partenaires et donc on va essayer de le faire jusqu'au bout. Des listes communes dès le premier tour ? On verra, je crois que ça dépend vraiment des endroits dans les Yvelines. Il y a des endroits où on fera liste commune dès le premier tour. Peut-être qu'il y aura quelques villes dans lesquelles on aura une liste chacun avec un accord de désistement ensuite. Tout ça est très très varié, mais ne prête aucun conflit pour le moment. Enfin, voilà, je dis bien pour le moment, mais a priori, voilà. Mais on est à 10 mois. Ça s'aggrave au fur et à mesure que les élections se rapprochent. Il y a quand même une donnée inquiétante, que ce soit d'ailleurs à gauche ou à droite. Oui. C'est le Front National. On sait que si l'élection avait lieu demain, le Front National ferait un pourcentage très élevé. D'où l'utilité d'avoir un front républicain bien marqué. C'est-à-dire que vous êtes... détailler un peu plus qu'est-ce que vous appelez un front républicain bien démarqué. Déjà une unité au moins sur la droite qui soit réelle et qui soit sincère. Voilà. C'est-à-dire que l'UMP est prêt à se retirer s'il arrive en troisième position. Je crois qu'il n'y a par pas... Rapport à qui Par rapport au PS, au Front National. PS, Front National, que fait la droite? Par rapport au PS, Front National Écoutez, je ne sais pas, on n'a pas envisagé... Supposons s'il y a un risque réel d'avoir une ville Front Nat, que fait l'UMP? Ça, c'est une bonne question, laquelle je n'ai pas réfléchi encore, mais je crois que ça dépend vraiment de là où on se trouve. Pour moi, l'UMP se retirerait là où on pourrait avoir du Front National. En tout cas, c'est ma position. La question ne se posera pas. Je ne parle pas au nom de l'UMP là, je parle au nom de Sophie Primas. Et en tout cas, moi, le Front républicain sera plus fort que le Front National. Voilà. Parce que la question réellement ne se posera pas dans les grandes villes, a priori, mais dans tous les petits villages. Alors, mais dans les petits villages, c'est pas très politisé. Je prends le Mantois. C'est pas si politisé ça. Je prends le Mantois. Les meilleurs scores du Front National ne sont pas dans les grandes villes. Ce sont dans les petits villages autour du Mantois. Faire un score à la proportionnelle ou comme ça et monter une liste, il y a quand même un pas. Le poids du Front National pendant les municipales, moi je crois qu'il ne faut pas du tout le sous-estimer. Le Front National est très fort, on l'a vu aux dernières législatives, en particulier dans l'ensemble du Mantois. Je pense à la 8e et à la 9e circonscription, est très fort, notamment dans des villages de taille moyenne qui font 2, 3, 4 000 habitants. On voit que le Front... Même des villes moyennes. Et des villes moyennes, voilà. Le Front National est très fort. Ce que dit Pierre est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'au municipal, c'est plus compliqué, parce qu'il faut être intégré dans le village, il faut une liste complète. Maintenant, avec la réforme des modes de scrutin, notamment pour les municipales, vous savez qu'à partir de 1000 habitants, on va avoir des listes complètes. Donc c'est compliqué quand vous êtes dans un village de 1000 habitants, avoir une liste complète de gens qui habitent le village. C'est plus compliqué. Voilà. Donc je pense que le danger sera plus... il est là sur les villes importantes, mais le danger du Front National sera plus exprimé et exprimable pour les cantonales, pour les européennes de l'année prochaine. Premièrement, il ne faut pas, à mon avis, trop agglomérer le vote contestataire et le vote Front National. Tous ceux qui ont voté Front n'ont pas obligatoirement les idées du Front. Ils contestent la façon dont la politique est pratiquée aujourd'hui. Ça peut se comprendre, vu les résultats. Ceci dit, il y a des discours assez préoccupants. Deuxièmement, faut-il à tout prix que le Front National n'ait aucune possibilité de gérer une collectivité quelconque au motif qu'il a des idées qu'il défend qui ne sont pas, semble-t-il, conformes à la démocratie? Je me demande dans quelle mesure, compte tenu des expériences passées, il n'est pas bon qu'ils obtiennent certains résultats dans certaines collectivités. Ça permettra de montrer comment ils sont capables de faire leurs preuves. Jusqu'à présent, je suis désolé de le dire, mais regardez Toulon, regardez un certain nombre de communes qui ont été gérées par le Front, ça n'a pas duré longtemps. Orange. Oui, mais c'est Orange. dangereux. Vitrolles. Non, mais je sais bien que c'est dangereux. Mais c'est dangereux, tu fais perdre à ta commune un mais je ne te mandat. dis pas que je le souhaite, je dis simplement une chose, c'est que tant que les gens n'auront pas la preuve qu'ils ne font pas de meilleures choses que les autres, ils risquent de continuer à voter pour eux. Mais tant que tu n'as jamais eu de responsabilité, c'est vrai que tu fais difficilement des conneries. Mais le jour où tu en as, c'est moins évident, surtout dans la situation actuelle. Voilà, je dis simplement cela. Je ne souhaite pas à mon pays que des extrémistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, gèrent quoi que ce soit. Mais
tu ne peux pas Je non pensais plus la même chose, t'opposer Annette. à la volonté politique d'une partie du... Hein, et c'est pas moi qui ai souhaité la proportionnelle non plus, hein, pour qu'il Non. puisse s'exprimer. Moi, Annette, moi, Une question quand même à notre invité. hein. Non, moi je suis pas, je suis pas tout à fait d'accord Ah, parce que là enfin. je trouve qu'on joue, on joue avec, dans ce cas-là, on joue avec le feu. Oui, mais c'est on pas joue, faux, on c'est pas joue- moi qui joue, en on même joue- temps. on joue avec le feu, si je peux me permettre. Le Parti socialiste fait tout pour qu'on joue avec le feu. Il a fallu qu'on se batte pied à pied pour les cantonales, pour baisser le seuil auquel on garde une troisième liste lors des cantonales, puisque le seuil devait être Quand à vous aurez 10% installé- des Quand- électeurs inscrits, et on s'est bataillé pour qu'il soit à 12,5%. L'objectif derrière du Parti socialiste, il était clairement affiché, c'était que le Front national puisse mettre en difficulté les listes de droite. Donc, je crois que ça faisait partie de la tactique de François Mitterrand, et François Hollande prend la même tactique exactement. Moi je pense que le Front National monte, indépendamment de François Hollande ou de François Mitterrand, il monte pour des tas de raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec Alors je vous vois venir. Si c'est les stratégie médias, je politique. partage votre opinion. la stratégie politicienne. LFM, Tiens. c'est pas LFM. Non, mais je la vois venir. Je vois qu'elle va en glisser une aux médias, donc je préfère Non, dire non, que je non, suis non, totalement d'accord non, avec non, vous, Annette. non, Les médias ont une grande responsabilité dans la montée du Front National, et ça, c'est indéniable. Et quand on dit les médias, il faut inclure Internet. Parce qu'aujourd'hui, Internet véhicule un certain nombre de choses qui sont absolument terrorisantes pour les gens et qui sont souvent basées sur des éléments faux, mais qui Non circulent à une contrôlables. vitesse grand V. Non contrôlés et non Certains contrôlables. extrémistes qui ont même créé des structures qui laissent apparaître, qui paraissent ressembler à l'agence France Presse. En réalité, c'est pas ça du tout. Mais alors, Annette. par contre, par rapport aux difficultés à monter une liste, on sait que le Front National, que ce soit un village ou une ville moyenne, les gens votent Front National, quelle que soit la tête de liste ou quels que soient les candidats. Et donc, il y a quand même une complexification pour dire qu'on vote Front National. À Mantes-la-Ville, le Front National, enfin à Mantes, dans certaines communes, le Front National monte à 15, 14, 18%. Mais quand on interroge les gens dans la rue, il n'y en a que 5% ou Bien sûr. 6% qui Bien disent sûr. je voterai ou je vote Front National. Donc ils sont pas complexés maintenant, ils sont moins complexés Bien qu'avant. sûr. Et bien Novni sûr. qui vient d'arriver. Il y a un ovni dans le studio. Non mais, enfin, le Front National, là aussi, il faut aussi à un moment donné, il y a la responsabilité des médias, il y a la responsabilité aussi de nos quartiers sensibles, qui à un moment, il faut sortir des gens d'un certain niveau, et non pas aujourd'hui mettre toujours les mêmes en avant, et qui au final font peur. Aujourd'hui, quand moi je regarde certaines émissions, et notamment TF1, parce que c'est la grande chaîne française, on a toujours les mêmes qui s'expriment au nom des quartiers, et qui n'apportent rien de plus aux Français moyens, parce que la réalité, c'est que c'est le Français moyen aujourd'hui qui a peur de ce qu'il ne connaît pas. Voilà, alors je voudrais quand même dire que vous avez bien compris que je n'adhère pas au Front National et on me trouvera en face du Front National. Ça, on le sait, Madame Voilà. Prima. Ceci dit, le Front National répond à des peurs aujourd'hui qui s'expriment dans la société Et il faut qui sont tenir des compte. peurs qu'il faut écouter. Voilà, je pense qu'on a tous ici en tête un certain nombre de sujets. On va penser que je suis de droite, là, allez-y. Oui, non, il n'y a pas de risque. On a tous en tête des sujets qui sont des sujets d'insécurité, qui sont des sujets il est quelque part, d'incivilité, notre qui sont des sujets de vol à répétition, de cambriolage. Moi, je sais très bien pourquoi dans cette partie des Yvelines, on vote Front National beaucoup. On vote Front National parce qu'on en a assez d'un certain nombre d'invasions pendant des semaines et des semaines. On en a assez des cambriolages, on en a assez... Vous voyez, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut écouter ses peurs et écouter ce ras-le-bol. Et c'est le credo du Front National. Par ailleurs, il oublie de dire qu'il est contre l'Europe, contre l'euro. Enfin bon, il prend des sujets... Et que sur le patrimoine, ils ne sont pas très clairs. Que sur le patrimoine, ils sont peut-être pas très clairs, mais moi, je ne veux pas faire de procès ils savent en conseiller. attendant. Voilà, ils savent Oui, bien ils conseiller. savent bien conseiller. Mais voilà, je pense qu'il Ils aiment ne faut pas l'évasion, mais ils adhérer... connaissent l'évasion. Il ne faut pas adhérer, mais par contre, il faut entendre les raisons pour lesquelles les gens, qui sont par ailleurs des gens souvent modérés, eh bien, finissent par voter pour le Front National. Voilà. Alors, je voudrais qu'on passe au dernier sujet. Vous faites partie... Déjà oui, ça va très Ah vite, bah oui. puisqu'on est déjà à 38 minutes. D'accord. Vous faites partie du groupe d'études à l'Assemblée, au Sénat sur les Sénat. pesticides. Voilà. Non, pas les pectoraux, les Non, pesticides. non, les pesticides, et j'ai lu récemment que énormément d'autres sources contenaient du nitrate. C'est pas... Quel C'est est- pas tout à fait Pas la même pareil. chose. C'est pas tout à Les fait. engrais. C'est pas tout à fait la Voilà, même chose, c'est mais vrai. aujourd'hui, l'eau est Gaffe, une elle est matière chimiste, hein. extrêmement importante, et on a l'impression qu'on a de moins en moins confiance en l'eau qu'on boit dans les robinets, et y compris dans l'eau de source qu'on achète. Bon, Et- alors,
Le prix de l'eau n'est pas donné et il augmente, et sous prétexte qu'il faut je ne sais combien d'analyses. Fallait bien que tu sortes ton côté socialo là. Hein. Oui, je le sens. Oui. Je ne sais pas si c'est le côté socialo, mais c'est le côté sanitaire des choses, en fait. Ce qui se passe, c'est que les pratiques des 50 dernières années, que ce soit les pratiques industrielles, que ce soit les pratiques agricoles, que ce soit les pratiques des collectivités territoriales en matière de pesticides ou d'engrais, font qu'aujourd'hui, on a une... Et j'insiste bien, ce n'est pas que la faute des agriculteurs. Il faut sortir de cette idée qu'il n'y a que les agriculteurs qui utilisent des pesticides ou des engrais. On est de très nombreux acteurs à utiliser tous ces produits-là. Font qu'aujourd'hui, la qualité de l'eau s'est effectivement dégradée et que du coup, on est obligé d'avoir des actions curatives qui sont des actions où on crée beaucoup de stations d'épuration, mais beaucoup d'argent, énormément d'argent dans le curatif, où effectivement, on construit des usines à eau, j'allais dire, pour que l'eau redevienne potable, consommable, et donc elle est chère. Vous avez raison, vous avez absolument raison, Annette. Donc il faut revenir sur un système un peu plus vertueux où on met beaucoup d'argent dans le préventif pour éviter que l'eau ne soit polluée. En attendant, on a des nappes qui contiennent des pesticides, on a des nappes qui contiennent des nitrates, et il y a énormément d'actions qui sont mises en place aujourd'hui pour revenir à des niveaux de pollution qui soient plus raisonnables, on va dire, et même inférieurs. Il ne faut pas exagérer, il n'y a pas toutes les autres sources qui sont concernées. Non, celles qui viennent des montagnes, dans l'ensemble, voilà. les nitrates dans la montagne, il n'y en a pas trop. Hein. On le voit bien, tous ces scandales à répétition concernant l'alimentation française, ça pose un vrai problème. Alors là, on est sur l'eau, on était sur la viande de cheval. C'est quoi le prochain scandale et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes? Il faut se donner les moyens de contrôler. Il faut se donner les moyens de contrôler. Et le pouvoir de le faire, et qu'il n'y ait aucune connivence entre ceux qui contrôlent et ceux qui sont contrôlés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là qu'il faut des autorités indépendantes, comme c'est le cas dans le ferroviaire ou dans d'autres domaines. Je ne voilà. Au hasard dans le ferroviaire. Vous partagez son avis? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour garantir la sécurité alimentaire du Français? Il faut réellement contrôler. Voilà, ils n'ont pas les moyens. Il faut contrôler, et puis il faut qu'on arrête la spirale dans laquelle on est depuis une vingtaine d'années, qui est le acheter pas cher. Je suis désolée, mais quand on achète un produit de qualité, il a un coût. Il a un coût pour nourrir l'agriculteur. Vous avez un point commun avec Arnaud de Montebourg, mais continuez. Peut-être que je suis pas une grande fan d'Arnaud de Montebourg, mais il dit pas que des sottises parfois. Il dit des choses. Il dit beaucoup de sottises, mais de temps en temps, il a un éclair de lucidité. Et dans ces éclairs de lucidité, il dit qu'il faut payer les choses. Ça y est, je vais me faire étrangler par Annette. Non, mais dans ce qu'il raconte, il dit une chose très très juste, c'est qu'il faut aujourd'hui que les consommateurs soient des acteurs. C'est-à-dire que les consommateurs aujourd'hui recherchent tout le temps les prix bas. Et bien moi, je crois qu'il faut consommer un tout petit peu moins avec des produits qui sont des produits de meilleure qualité, qui ont été contrôlés dans une chaîne de contrôle où effectivement le contrôle est indépendant de la production. Et puis surtout, il faut qu'on arrive aussi à payer nos agriculteurs pour qu'ils fassent de la qualité. Une fois qu'on aura retrouvé ce cercle vertueux-là, on pourra retrouver un niveau de qualité alimentaire qui soit excellent. Oui. À mort les prix bas, vive les prix bas. À bord les prix bas, vive les prix bas. Là-dessus, j'écoutais l'autre jour le ministre de la Consommation sur une autre radio, enfin une chaîne de télé, qui disait qu'en gros, en réalité, Bourdin pour ne pas le citer, disait que le ministère de la Consommation notamment a perdu 2000 agents. Alors comment on peut être plus efficace avec 2000 agents en moins? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Oui, il faut les moyens, il faut y mettre les moyens. Mais c'est une volonté politique. C'est une volonté politique. Oui. C'est une volonté politique. On décide de faire. Je peux vous raconter, pour finir en rigolant, cette émission qui est quand même sérieuse, la farce qu'un cheval vient que de j'ai rentrer. faite à la Bible. Il y a tellement de nitrates dans les eaux minérales maintenant, j'ai fini par lui faire croire qu'il y en avait tellement, comme c'est un explosif le nitrate, le nitrate d'ammonium, que finalement on ne pourrait plus stocker les bouteilles d'eau minérale à la maison parce que ce serait extrêmement dangereux. Et il m'a cru pendant 30 secondes. Seulement 30 secondes. Uniquement 30 secondes. Bon. Uniquement 30 secondes. Madame Prima, vous avez votre actualité dans les semaines à venir, c'est quoi? La préparation des municipales. C'est dans un an. Oui, ça se prépare. Ça se prépare à l'avance. Voilà, je travaille avec Gérard Larcher, Valérie Pécresse et Jean-François Raynal sur la préparation des municipales. Et voilà, ça se prépare. Il a renoncé à la mairie de Poissy d'ailleurs. Jean-François Raynal a d'autres projets et Carl Olive sera notre candidat. Allez, une petite dernière question taquine. Mes confrères du Parisien expliquaient dans lundi, je crois, ou mardi, le retour de Pierre Bédier. Qu'est-ce que vous en pensez?
j'ai pas à m'exprimer là-dessus. Je crois que quand on a des gens qui sont de qualité, qui sont des locomotives pour un territoire, il faut regarder ce possible retour avec la volonté de développer le territoire des Yvelines, le territoire de la Seine-Aval. Allez, Pierre, vous en pensez quoi? De quoi? Le retour de Pierre? De Pierre Bédier, oui. À partir du moment... Vous savez, quand vous avez des problèmes, à partir du moment où vous avez payé, pour moi, vous êtes en règle. Et s'il a apporté beaucoup de choses au département des Yvelines et qu'il veut revenir, je n'ai aucun problème là-dessus. Voilà. Moi, je veux juste que ça se fasse dans la concorde. Ce sont les lois de la République. Maintenant, Voilà. ce sont les acteurs de terrain qui en décideront. Absolument. Vous disiez... Parole aux électeurs, et puis surtout, je veux que ça se fasse dans la concorde. Je crois que ce territoire souffre beaucoup en ce moment, à Paris, souffre beaucoup dans la crise économique. Il faut qu'on mette cette locomotive qui est ce territoire de l'EIN de nouveau en marche, qu'on appuie sur l'accélérateur. C'est extrêmement important. On a plus de chômage qu'ailleurs dans les Yvelines. Il faut vraiment qu'on soit tous orientés là-dessus et pas sur éventuellement des querelles intestines. On pourra peut-être la faire revenir pour l'élection au Sénat l'année prochaine. Il y aura oui, ou prochaine municipale. On ne sait jamais. Espérons-le. Il y a des chances que ça change. Merci beaucoup, Madame Primat, d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, pour nous, c'était très intéressant. Pierre Cardot, merci, cher ami. Ah, mais je vous en prie. Toujours aussi taquin. Ah ben, je continuerai. Pas vous pouvez pas me changer. Et Annette. Je rappelle que Périgord m'avait surnommé pour la gratter. Annette, toujours pas très gentil forcément avec les gens de droite et toujours très sympa. Très gentil. C'est comme ça, c'est la politique, on a choisi son camp. Donc elle a du mal à en sortir, mais c'est pas grave, on te comprend. J'ai tapé Pierre Cardot, c'est Pierre Cardot que j'ai tapé. Margot, on te rend l'antenne. Merci à toi. Et la semaine prochaine, nous recevons Arnaud Richard. La semaine suivante, je ne sais plus qui on reçoit. La semaine Mon suivante, ami de l'UDI, vous voulez dire. Président de l'association des hommes battus, je crois. Voilà. Et ensuite, on recevra Nicolas Bozou, l'économiste qui est sur je ne sais plus quelle chaîne, qui va venir nous parler d'économie, et notamment en France. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous laisse aux mains de Margot. C'est pour rire, hein. Merci Lavi Benaoui, merci à Sophie Prima, Annette Pelvast et Pierre Cardot. C'était le Face à elle. Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi.